plaisir d'accueillir pour cette deuxième partie de conférence M. Alain Poussard. Alain Poussard, merci d'être ici. Donc, vous êtes philosophe et j'ai vu aussi sur Internet que vous dites que vous êtes magicien à vos heures perdues. Je me demande si ce n'est pas à vos heures gagnées. Peut-être que vous nous le direz. Vous êtes par ailleurs professeur de philosophie en classe préparatoire et vous vous intéressez depuis quelques années déjà à la prestidigitation et à l'illusionnisme dans leurs aspects tant techniques qu'esthétiques. Alors, vous avez participé et écrit dans plein d'ouvrages. Vous avez notamment traduit les ouvrages de Juan Tamaris. Je mentionnerai aussi un ouvrage qui s'appelle Le Grand Livre de la Cartomagie de Yves Carbonnier, paru en 2019. Donc, vous avez fait la préface ou une grande introduction. Si j'ai tout écrit. Pardon? J'ai tout écrit. Vous avez tout écrit? Ah, le Grand Livre de Cartomagie d'Yves Carbonnier. Autant pour moi. On parlera peut-être un petit peu éventuellement. Super. Et vous avez coécrit un ouvrage avec l'illusionniste à la fraise, un ouvrage qui s'intitule Un magicien dans les théâtres, paru en 2022. Vous y proposez une analyse d'une trentaine d'illusions originales réalisées depuis 50 ans pour le théâtre, l'opéra, la musique, la danse et les lieux d'exposition. Et vous vous intéressez à la façon dont les illusions scéniques s'intègrent dans ce genre d'œuvre artistique. Et vous essayez de restituer le mode de pensée à l'œuvre dans la conception, l'élaboration et la réalisation des illusions. Vous avez aussi participé à un ouvrage collectif qui s'appelle Magie, un défi à notre intelligence, paru en 2017 chez Descartes et compagnie. Et donc c'est un ouvrage collectif, je disais, qui s'intéresse à la magie comme grand oublié de la réflexion théorique et esthétique. Cet ouvrage montre que la magie impose à la pensée des résistances, l'oblige à bouger et à prendre des nouveaux tours. Et il se trouve que cet ouvrage a été dirigé par Jacques Serrano, qui nous rejoindra ensuite. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous de votre présence. Ça va, c'est bon, la distance. Merci à Jacques encore pour son invitation et sa fidélité. Et puis merci de la prise de risque, parce que sur un sujet comme l'art pour tous, alors la grande illusion, j'en parlerai pas, hein, c'est pas mon sujet, aujourd'hui en tout cas. Je parlerai de la prestidigitation, qui n'est pas tout à fait la même chose, qui est justement le contre-modèle, je dirais, absolu de cette devise l'art pour tous. J'ai prévu à peu près de parler 2 heures, donc je vais concentrer pour arriver à 35 minutes, ce qui fait que je risque de sauter des choses, mais bon, tant pis, je vais essayer d'être clair quand même. Hein, je partirai de la formule l'art pour tous qui est une invitation au partage dans son sens, partage est une notion qui a plusieurs sens, qui a plusieurs couches de sens qui se superposent. La première couche immédiatement, c'est donc faire partager, autrement dit donner accès, ouvrir l'accès à l'art, ou à la culture, à tous ceux qui en sont au fond dépossédés. Donc c'est généreux, c'est noble, c'est absolument indiscutable comme injonction, comme devise. Mais cette devise transpire souvent sur la surface, cette devise, je dirais une sous-couche, beaucoup moins lumineuse, franchement scabreuse quelquefois, qui consiste au fond à penser le partage comme une partition, c'est-à-dire une division, une ligne de partage, une frontière qui séparerait, je dirais, ceux qui ont l'élégance, au fond, d'être de plein pied dans l'art, comme chez eux, au fond, de respirer la chose naturellement, et tous les autres qui auraient le mauvais goût de se vautrer dans des divertissements de bas étage, de second rang, et qui finalement se gaveraient ou seraient gavés, peu importe, dans des choses pas très recommandables. Et donc cette division cette seconde notion du partage, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Elle est condescendante, bien sûr, elle fait que la première couche généreuse peut prendre un tour un peu orthopédique quand même. Et si la première couche généreuse ou noble se pense souvent, même si on ne le dit pas, selon la couche plus scabreuse, c'est qu'au fond il ne s'agit pas d'apporter à des déshérités ce qu'ils ne posséderaient pas. Il ne s'agit pas de nourrir une espèce affamée,
mais il s'agit d'abord d'arracher, je dirais, une masse de crétins crétinisés à des activités, des pratiques et des divertissements, au fond, assez indignes, assez honteux. Voilà, donc au fond, je dirais que cette devise l'art pour tous, elle peut, au fond, se penser, je crois, comme une sorte de devise missionnaire, et qui renvoie à une doctrine du salut, quoi. Il faut sauver les âmes, quoi. Il faut sauver les âmes. Et s'il faut sauver les âmes, c'est parce qu'on ne part pas d'une virginité première, mais on part d'une espèce finalement déchue. Déchue qu'il faut au fond élever, élever au rang digne de l'humanité. Alors c'est là qu'intervient finalement la précipitation, bien sûr. C'est là qu'elle entre en scène, parce que finalement, je la prends sous ce point de vue-là, parce que c'est mon sujet de ce soir, mais je dirais, elle est au fond le prototype le contre-modèle, quoi, de ces divertissements pour dominer, ce divertissement au fond de bas étage, au fond ce qu'il faudrait fuir ou ce à quoi il faudrait arracher au fond, je dirais, les spectateurs captifs. Non pas qu'elle occupe de fait le terrain, de fait elle est plus que minoritaire, elle est pour ainsi dire invisible, elle n'existe pas sur le champ. Du point de vue des faits, je ne suis pas un sociologue de l'offre et de la demande, de la programmation, etc. Mais au fond, serait-elle archi-minoritaire, voire inexistante? La précipitation, au fond, me semble réaliser, au moins dans l'idée qu'on s'en fait, l'équation idéale de cette ineptie, quoi, de l'obscène. J'ai parlé d'obscénité. Alors, petite parenthèse, dans le programme de Tétlu, il y a indiqué que je vais parler de 25 caractères de l'obscène. Pas du tout. 25, c'est le numéro de la page qui s'est inséré dans mon texte. Donc, rassurez-vous. Bon. Donc, l'obscénité ici, ou l'ineptie, ou l'abject, au fond, c'est au fond ce qui serait réalisé par cette discipline qui est identifiée comme une attraction absolument racoleuse, qui s'adresse au fond à des gogos, quoi, qui a en propre de convertir aussitôt son spectateur en une victime captive ou en un gibier mystifié, et qui au fond ne propose que des satisfactions ou des jouissances au fond de second rang, des plaisirs faciles. On a presque honte quelquefois. Bon. Autrement dit, elle porte tous les... Alors, pour parler comme Simone de Beauvoir, elle porte encore aujourd'hui tous les stigmates de ce que Simone de Beauvoir, ou plutôt ce qu'on nommait chez Simone de Beauvoir enfant, dans la bonne bourgeoisie française, un divertissement pour boniche, ou de boniche. Parlant en l'occurrence du cinéma du début du XXe siècle, où dans la famille de Sartre, non moins bourgeoise d'ailleurs, on parlait pour parler du cinéma au fond d'un art roturier aux manières populacières. Ben voilà. Le cinéma qui a eu comme premier berceau les salles d'illusionnistes et les théâtres forains, s'est émancipé de cette réputation, je dirais, mais la précipitation, elle, est restée au fond, je dirais, victime de ce stigmate. Ça fait vraiment trop peuple, quoi. Bon. Et donc, ça lui colle à la peau, cette obscénité populaire. Alors, qu'est-ce que je veux faire, moi? Je vais essayer de confronter, diagnostic un peu rapide, mais je voudrais confronter ce diagnostic à ce qu'il en est en réalité de la précipitation comme discipline effective, la confronter donc à cette disqualification, pour essayer d'en tirer deux effets éventuellement. Premier effet, d'abord, peut-être, pourquoi pas, c'est pas exclu, confirmer le diagnostic. Autrement dit, après tout, oui, c'est ça. C'est ça. Tant pis pour elle. Ou peut-être tant mieux, parce que dans ces cas-là, au moins, elle est à l'abri du risque de se voir enrôlée, au fond, dans toutes les entreprises d'émancipation. Bon. Elle serait, au fond, à l'abri, comme une sorte de parenthèse, je dirais, exonérée de devoir, au fond, montrer patte blanche. Et puis, hypothèse plus constructive, si on veut, peut-être faire bouger à la marge, je dirais, en tout cas, mettre à l'épreuve les frontières en question entre haute culture, basse culture, entre art légitime, disqualification, les faire un peu bouger, vraiment trembler sur quelques petits aspects que je vais évoquer. J'espère pouvoir arriver à évoquer 3 aspects. Je vais commencer par un premier élément, sans les annoncer pour avancer. Je vais partir de très loin, de la querelle de la mimésis.
ce que j'appelle la mimésis entre le platonisme et Aristote. Je vais très vite, vous m'excuserez, hein, je sais pas... Bon. Querelle entre le platonisme qui disqualifie la mimésis, autrement dit l'imitation, la simulation, le semblant, bon, au fond dont le prédicateur est le spécialiste, je dirais, patenté. Hein. Donc je dirais, Platon disqualifie la mimésis, le poète imitateur, le peintre illusionniste et le thaumatópoios, hein, le faiseur de prestige, au fond, qui est le prestidigitateur. Bon, et il le disqualifie, je dirais seulement un mot, au prétexte que cette mimésis, produisant des simulacres, serait au fond coupable de produire une réalité diminuée. Autrement dit, une réalité de moindre degré que la réalité. Autrement dit, paradoxalement, produire du moins que du réel. Bon, je passe. Aristote réhabilite la mimésis. Dans la poétique, c'est bien connu, la réhabilite sous la forme du théâtre, justement, c'est la première grande pensée du théâtre. Hein, et alors, au fond, alors que, si vous voulez, Platon disqualifie la mimésis au nom du fait qu'elle produisait une réalité diminuée, Aristote la réhabilite au prétexte, l'accrédite en tout cas, de produire une intelligibilité augmentée. Autrement dit, la mimésis praxéos, l'imitation d'action, hein, qu'on voit sur les théâtres, dans la tragédie notamment, c'est un principe d'intelligibilité supérieur, dit Aristote, c'est bien connu, à ce qu'il appelle l'historia, c'est-à-dire la chronique qui rapporte au fond les actions et les faits, dans le, je dirais, prélevé dans un maillage de chaînes causales, je dirais, disparates et entremêlées, on n'y voit rien, on apprend des faits, des actions, mais bon, alors que la tragédie, elle isole une chaîne, une trame au fond d'actions, enchaînées les unes aux autres, tel qu'on voit le rapport entre l'intention et l'action est la conséquence de l'action, de manière au fond absolument intelligible tout de suite, immédiatement perceptible, et telle que la situation d'arrivée soit absolument identifiée comme inéluctable. Bon. Ça m'intéresse pour la précipitation. Parce que c'est exactement la même chose que fait la précipitation, au moins dans ce que j'appellerais sa phase d'exposition. Quand il y a un effet, précipitation, l'effet consiste à faire advenir un phénomène ou un événement absolument impossible, et surtout dont l'impossibilité survit à sa réalité. C'est ça la marque distinctive. L'impossible, je dirais, vécu comme impossible en dépit de sa réalité, en dépit du fait qu'il soit là. Bon. Or justement, pour que cela soit possible, pour que ce soit possible qu'un tel impossible survienne, il faut bien que ça soit donné avant lui, juste en amont de lui, une situation absolument, je dirais, certifiée, saturée, indéniable et indubitable, qui est construite par ce que j'appelle la phase d'exposition. Autrement dit, et là, je dirais, le précipicateur applique à la lettre la consigne aristotélicienne, autrement dit, ce que Ricoeur appellerait mise en intrigue, ce qu'il appellerait aussi un paradigme d'ordre, si vous voulez, autrement dit, cette règle du mutos, ou de la mimesis praxéos, autrement dit, la mise en œuvre d'une trame d'action, opérée de manière absolument univoque et absolument indiscutable, qui aboutissent à une situation certifiée sur laquelle pourra justement alors survenir ce qui, par rapport à cette situation, est absolument impossible. Je suis clair? Je ne sais pas si je suis très clair. Alors, avec quand même une réserve, c'est que justement, Aristote, dans le texte de la Poétique, le fait sous une condition expresse et restrictive, cette mise en visibilité de la mimésis, c'est au fond à condition qu'on en exclue ce qu'il appelle l'opsis. Et l'opsis, c'est quoi? C'est le spectaculaire. Tiens. C'est justement ce qui nous intéresse, parce que l'effet, il est spectaculaire, justement. Il a pour fonction de frapper, justement. Or, tout ce qui peut frapper sur le mode de l'opsis est exclu par Aristote. Je passe vite sur le sens maximaliste de l'opsis, qui signifierait, ce qu'Aristote dit très clairement, qu'il faudrait carrément supprimer le spectacle lui-même, autrement dit la mise en scène, littéralement, le passage au plateau. Autrement dit, il faudrait simplement lire le texte et l'entendre, et ainsi, au fond, on entendrait davantage, on pourrait mieux percevoir la ligne, la trame au fond causale des actions. Je passe, mais en un sens minimaliste aussi, il en parle également, Aristote, au fond, exclut tout ce qui pourrait, sur la scène, sur le plateau, finalement, je dirais, divertir l'attention, être un élément parasite qui nous distrait, justement, de la lisibilité stricte de la ligne mimétique.
Vous me suivez? Or, quand Aristote dit ça, moi je crois lire Arturo de Ascanio, un des plus grands magiciens espagnols, qui dit littéralement ça, quasiment à la lettre. Il ne connaît pas Aristote. C'est un avocat de profession, il n'a pas lu l'Aristote. Il y a des phrases d'Ascanio qui sont de l'Aristote quasiment dans le texte. Autrement dit, l'idée au fond que la phase d'exposition est une phase d'exposition qui doit justement exclure tout élément parasitaire, aussi infime soit-il. Bon. Sauf que, et je m'arrêterai là-dessus sur ce premier point, sauf que justement, en précision, il faut renverser la vapeur. L'opsis, l'effet, comme on l'appelle, doit passer en tête. Et c'est à lui, au fond, qu'est entièrement subordonnée la trame mimétique qui le précède et qui constitue la situation sur laquelle l'effet pourra survenir. Je suis clair? Donc, si vous voulez, je crois qu'on peut entièrement, c'est ce que je fais moi en tout cas, reprendre à son compte tout ce que dit Aristote de la mimesis praxeos, mais au fond le reprendre au bénéfice de ce que Aristote justement exclut, à savoir le spectaculaire et l'effet. Voilà pour ce premier point un peu rapidement donné. Deuxième point, on en arrive justement à l'effet. Alors sur le thème de l'effet, autrement dit de l'impossible survenant comme survivant à sa propre réalité. Alors là c'est un peu un truc rebattu que beaucoup de gens ont développé, et bon, je vais aller un peu vite. L'effet, au fond, qui n'est pas seulement une surprise, mais qui est une vraie stupéfaction. Quand l'effet est bon, quand l'effet est fort, il y a une puissance de choc, il produit un spasme intellectuel, une stupéfaction. Alors, en vieux français, on dirait un étonnement, à condition de prendre le mot étonnement au sens cartésien, c'est-à-dire le coup de tonnerre. Le coup de tonnerre qui, mouvement de recul, qui nous stupéfie et qui nous immobilise comme une statue, dit Descartes. Et d'ailleurs, traduction latine de Passion de l'âme en latin, c'est traduit très bien, étonnement par stupor. C'est la stupeur, littéralement. C'est la stupeur. Et cette stupeur, bien sûr, elle a une longue histoire. On remonte ici à Platon, bien sûr, comme toujours, mais bon, en l'occurrence, c'est le Thomazein. C'est le Thomazein. Tout le monde connaît la formule de Platon, tout le monde la répète. La philosophie est fille de l'étonnement. Thomazein, Thomas, Thomatopoios, c'est vraiment le même mot, j'extrapole pas, c'est la même chose. L'étonnement, donc, comme je dirais, accouchant de la philosophie. Alors, il y a des magiciens qui ont eu vent de cette formule de Platon, alors comme chez Deleuze, comme Platon chez Deleuze, vous savez, je dirais, ils disent ah ben l'étonnement, alors c'est nous, l'étonnement, c'est nous. Bon, alors, il y en a qui prennent ce c'est nous très au sérieux, et à mon avis, je peux en parler parce que ce sont des amis par ailleurs, mais je ne veux pas dire de mal, mais moi je l'apprends seulement pour rire, parce qu'en vérité, il n'y a rien à voir entre la tradition philosophique de l'étonnement et ce que produit au fond l'effet de précipitation. Je vais expliquer ça en quelques mots. Je dirais pour aller très vite qu'il y a traditionnellement, depuis Platon jusqu'à Heidegger, pour faire vite, pour faire très large, et avec tous les maillons possibles, il y a au fond deux traditions ou deux régimes absolument étanches du Thomazein, de la stupor, de l'étonnement. Je me fonde sur Schopenhauer qui fait ça un peu à la truelle, mais enfin au moins ça mérite d'être clair, parce que comme je veux aller vite en plus, bon, ça tombe bien. Il distinguait un étonnement scientifique d'un étonnement métaphysique. Et alors, ces deux étonnements se distinguent et par la nature de l'événement qui, je dirais, les provoque, ce qui étonne n'est pas de même nature, et par le régime d'activité que ces deux étonnements, respectivement, je dirais, rendent possible. L'étonnement qu'on peut dire scientifique survient lorsque un événement apparaît dans le monde, j'allais dire quasiment sur le monde, comme extraordinaire sur fond d'ordinaire. C'est ça, au fond. On dit une exception, une dérogation scandaleuse, qu'il va falloir finalement expliquer et donc reconduire par l'activité, au fond, de connaissance, reconduire à l'ordre, faire rentrer dans l'ordre, au fond, l'élément qui s'y soustrait. Bon, c'est au fond, c'est ce que dira Pierre Aubin, commentant Aristote, quand on est arrivé au terme du trajet de connaissance et qu'on a trouvé la solution de la difficulté, alors maintenant on s'étonne d'avoir été étonné. Voilà, donc il y a une résolution. Donc au fond, une voie de recherche, d'enquête, qui est à la fois une voie courte, même si ça prend des siècles, mais elle est quand même courte dans son principe, et elle est surtout résolutive. Elle est courte et elle est résolutive. Alors que la seconde voie, que Platon inaugure également, que Heidegger va développer également beaucoup, c'est au fond la voie
qualifions-la de métaphysique comme Schopenhauer, c'est au fond un étonnement dont l'événement n'est pas un événement du monde, justement. Rien ne se passe à la surface du monde. C'est au fond l'ordre lui-même, le plus familier, ce qui va de soi, au fond, qui soudain, au fond, se convertit tout entier en motif de perplexité. C'est pourquoi quelque chose et non pas rien, quoi. Bon, et donc c'est non pas un extraordinaire. Alors, je voudrais qu'on essaie de... Il y a un problème de... Voilà, si on peut éviter... Non pas un... Il y a un truc... Non, oui, c'est bon. Non pas un extraordinaire sur fond d'ordinaire, mais au fond, l'ordinaire lui-même qui devient extraordinaire tout entier. Et cette voie métaphysique, je vais très vite, elle a pour propriété, au fond, d'être non résolutive, et au fond, je dirais, indéfinie. Indéfinie, comme dira Heidegger, c'est, traduisant Platon, c'est l'archet de la philosophie, comme, je dirais, un principe qui se réactive, qui est réactivé à chaque instant, et qui fonde ce que Heidegger appelle la lutte questionnante. Et là, au risque de décevoir Jacques, je dirais, qu'en est-il là-dedans, la réhabilitation? Je dirais rien du tout. Ça n'a rien à voir ni avec l'un, ni avec l'autre. Ni avec l'un ni avec l'autre, autrement dit. Alors, je passe sur ceux qui prétendent, et je ne veux pas aller trop vite, mais je n'ai pas le temps, ceux qui prétendent tirer de l'effet précipitation, je dirais, des conséquences existentielles ou métaphysiques. Je n'y crois pas une seconde, ne serait-ce que parce que finalement, cette conversion métaphysique suppose justement que rien ne se passe sur le plan du monde, alors que justement, l'effet n'existe comme effet que pour autant qu'à l'instant où il survient, l'ordre sur le fond duquel il se détache est absolument maintenu et réaffirmé. Donc au fond, au contraire, je dirais, l'effet aurait plus de parenté, si l'on veut, avec le motif de l'étonnement scientifique, autrement dit, lorsque un événement extraordinaire survient sur fond d'ordinaire, sauf que, c'est ça qui va décevoir Jacques, je pense, sauf que ça n'ouvre, ça n'est l'occasion de l'ouverture d'aucune enquête, d'aucune activité de recherche ou de connaissance, puisque finalement, je dirais, à l'instant où l'effet survient, il est entièrement, il nous dit à l'instant, quand il est fort, bien sûr, s'il est mauvais, on n'en parle même pas, mais s'il est fort ou très fort, l'effet, à l'instant où il survient et le produit la stupor, si vous voulez, il est un coup de grâce. Autrement dit, il porte la signature, au fond, de l'abandon de toute velléité, au fond, d'une compréhension ou d'une explication. Je dirais, prendre une analogie un peu lointaine, mais enfin, David Lodge, sur le roman, se demandait quelle est la fin du commencement d'un roman. À quel moment le roman commence vraiment? On dit quelle est la fin du commencement, le moment où on est vraiment rentré. Ça y est, on y est. 2 pages, 3 pages, 5 pages. La fin du début, quoi. C'est quand la fin du début? Et Gérard Genette répondait par la question symétrique, mais à partir de quand commence la fin d'un roman? Commence la fin d'un roman, à quel moment, au fond, on commence déjà finalement à se préparer à la séparation, etc. Et on ralentit la lecture, etc. Bon, problème de seuil. Pour une forme longue, comme le roman, ou comme le théâtre, si vous voulez, forme longue, question, bon, je dirais en réalisation, le paradoxe, c'est que... Oh là là. Le paradoxe, c'est que le commencement et la fin coïncident. L'effet, comme surgissement, est à la fois solidairement une clôture. Il est littéralement sans après. Même s'il a une résonance, même si on peut s'en souvenir 10 ans après, c'est très fort. Mais au fond, je dirais, il signale, au fond, à l'instant de son surgissement, de sa survenue, il signale finalement qu'il n'y a pas d'après. C'est pas une énigme qu'on va chercher très vite. Non, c'est fini. C'est une clôture, un coup de grâce. Je vais, puisqu'il me reste très peu de minutes, me dit-on, je vais sacrifier beaucoup de choses que j'avais à dire. Oui, sur la question, tant pis.
peut-être dans les questions. Je vais, pour finir, troisième point, revenir sur le point de départ, à savoir sur la question de la légitimité, la question de la disqualification, la question au fond du contre-modèle, si on veut, hein, de l'obscénité, la ligne de partage entre culture légitime et, je dirais, disqualification, entre haute et basse culture, si vous voulez. Bon, pour commencer, je vais, pour voir à chaque fois comment cette frontière est peut-être perturbée, disons, dans sa lisibilité, dans son évidence, par ce qui se passe en préméditation. Je partirai au fond de la sociologie critique, hein, de la distinction, tout le monde connaît ça, le sociologue nous a appris finalement que le goût cultivé, le goût légitime, au fond, ne peut se poser qu'en s'opposant au dégoût, donc qui le supporte, qui le soutient, le dégoût pour, au fond, les choses justement obscènes, indignes, hein, et quelles sont, au fond, la scénographie, au fond, à la Bourdieu, si vous voulez, entre ce qui produit un dégoût et ce qui, du même coup, par différence, je dirais, fonde le goût cultivé, le goût légitime. Quels sont les caractères, au fond, des deux ethos, hein, des deux manières d'être, des deux dispositions, je dirais, qui sont, je dirais, au principe de ce qui dégoûte et de ce qui, au fond, peut être effectivement goûté. Quel est, au fond, quels sont le goût barbare, le goût primaire? Trois caractères et pas 25, hein, pour aller très vite. L'adhésion spontanée, pleine et entière, hein, l'immersion ou la fusion primaire. Donc, par conséquent, l'absence de recul et le goût pour les spectacles ou les divertissements, comme dit Bourdieu, au déchiffrement peu coûteux. Et par conséquent, je dis jouissance de bas étage et très peu élaborée, dira Bourdieu. Bon. Et par différence, hein, quels sont les caractères du goût légitime, hein, qui désigne l'autre comme son autre? Eh bien, donc l'autre comme le gogo, hein, c'est à l'inverse, au fond, la capacité à instaurer une distance, à résister à toute immersion, c'est le recul détachement, le goût du décodage, d'où des satisfactions feutrées parce que différées. Alors, je prends ces paroles de Bourdieu vraiment à la lettre. Je vais essayer de voir ce que je peux en faire très vite. C'est-à-dire que ce qui est évident, non pas en faisant une enquête sociologique, en interrogeant les gens, etc., mais en regardant tout simplement le spectacle des spectateurs. Hein, quand on assiste à une séance de préjudication. On regarde non pas le spectacle, mais le regard des gens. Et ce qui est très frappant, c'est que cette distinction de deux ethos, au fond, finalement, barbare et cultivé, est absolument brouillée à l'instant, moi-même un chiasme, si vous voulez, comme si, au fond, à chaque ethos, je dirais, correspondait la place opposée, selon la distribution sociale, au fond, des ethos supposés, je dirais. Autrement dit, la préjudication, elle a ce pouvoir, moi qui me réjouis assez, hein, de convertir, au fond, l'homme de la distance et du recul en un gogo parfait, hein, et à l'inverse, de convertir à l'instant le supposé gogo en un déchiffreur de signes acharné, en un hyperstructuraliste, en quelqu'un qui se refuse à l'immersion, et qui finalement est dans la posture de l'affût, du guet, de la vigilance critique. Je dirais, rien n'est moins immersif finalement que le guetteur à l'affût, et en l'occurrence sur un temps très court, bien sûr, sinon ce serait insupportable, mais sur un temps très court, finalement, une distance autrement importante et assurée que la plus grande distanciation brechtienne, si vous voulez. Mais dans le même temps, finalement, rien n'est plus, comment dirais-je, irrésistible qu'un engagement dans cette résistance même. Hein, autrement dit, je dirais, même celui qui finalement convertit son système de défense en pathos de la distance, hein, l'homme au fond de celui que Jan Kelevitch, parlant de la musique, qualifie au fond de l'anti-hédoniste maniaque, hein, qui cultive la coquetterie du refus finalement, le refus du consentement, même celui-là, au fond, ne peut pas, au fond, se laisser prendre au jeu en quelque façon, hein, et finalement être entraîné par cette résistance. Donc au fond, je vois ici les deux ethos bourdieusiens caractérisés, je dirais, unis en chacun. Alors là, pour le coup, excusez de l'immodestie, on a une expérience de l'égalité, là, pour le coup.
Je dirais, tout le monde est à la même enseigne. Et puis, deuxième élément, puisqu'on me dit que c'est presque fini, j'aurais voulu, donc je vais faire sur le mode du souhait, et je ne vais pas le faire en vérité, en vrai, j'aurais voulu parler un petit peu de l'école de Francfort et de la distinction que fait Adorno-Horkheimer entre culture marchande et industrielle, culture-industrie, et, je dirais, les avant-gardes, pour développer plusieurs choses que je ne développerai pas, parce que je crois que le temps est passé, mais ça aurait été quand même intéressant de voir comment, au fond, comment je pourrais résumer ça, de voir d'une part que, encore une fois, la précision échappe absolument à cette division, ça reste un artisanat, et un artisanat, je dirais, à l'ancienne. Ça reste une culture du geste, une répétition, au fond, incessante des mêmes mouvements, une chorégraphie, je dirais, et un travail de chaque jour, aucunement stéréotypé et aucunement mécanisable ni mécanisé. Bon. Et à la fois, c'est tout l'opposé, au fond, de ce qu'on pourrait promouvoir comme les avant-gardes. Alors j'avais imaginé deux façons, au fond, de réhabiliter, mais je n'ai pas le temps de développer, je vais seulement annoncer, de manière, au fond, que je conteste, en l'occurrence. J'aurais voulu les contester, donc je ne vais pas les exposer. De réhabiliter la discipline contre ces disqualifications. La première aurait été la tentation patrimoniale, qui est très très partagée chez les précipitateurs et que je trouve absolument déplacée, parce qu'à la fois elle est historiquement fausse et en plus elle est contre-productive, consistant à ériger une figure, je dirais, un totem de la tribu, en l'occurrence Robert Houdin, qui aurait finalement donné à la discipline ses lettres de noblesse. Or, en l'occurrence, Robert Houdin, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui va donner à la discipline, je dirais, son honorabilité bourgeoise. Je dirais donner à son théâtre comme décor un salon bourgeois. Je dirais, avec son relent de scientisme, de positivisme scientifique, de restauration et de Second Empire. Il y a quand même mieux à choisir. Je préfère le saltimbanque de Baudelaire. Je préfère, au fond, finalement, Mallarmé, Banville ou Gautier qui vont se mélanger à la foule des spectateurs, je dirais, aux variétés ou au cirque parisien ou aux folies bergères. Bon. Donc je dirais, en matière de reconnaissance, ça me paraît assez contre-productif. Et la seconde manière, je ne vais pas donc en parler beaucoup, c'est au fond cette manière que je trouve très talentueuse dans ses œuvres, mais très détestable dans son discours, qui consiste finalement à chercher à comment dirais-je, se faire happer par, je dirais, les critères institutionnels et esthétiques de l'art. Faire art. Autrement dit, se régler sur, je dirais, les critères de la danse contemporaine, se régler sur le théâtre, adopter une forme longue, jeter aux orties le standard, je dirais, de la forme courte du musical et du cabaret, comme une chose absolument honteuse. Et je finirai là-dessus, si vous voulez. Je voulais vous lire une phrase de Todorov, je n'aurai pas le temps parce qu'elle est un peu longue. Todorov parlait dans les années 60 du roman policier comme culture de masse. Bon, je ne sais pas si c'est la culture de masse, mais il disait au fond, le roman policier est parfait dans le moment où il ne veut pas faire autre chose que lui-même, autrement dit, quand il est absolument, comme genre mineur, absolument, je dirais, conforme à son genre. Et dès qu'il veut faire mieux, il veut faire de la littérature, quoi, si vous voulez, alors justement, il le fait moins bien. Je dirais, au fond, le risque, pour certains de mes confrères, si je peux dire, c'est au fond qu'à vouloir éviter de faire peuple, on cherche trop à faire art, et que par là même, au fond, finalement, on jette par-dessus bord ce qui me paraît encore être, finalement, le propre, la singularité et l'intérêt de cette discipline. Voilà, j'ai extrêmement abrégé. Je vous remercie. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Jacques Serrano. Alors Jacques Serrano, vous avez initié de nombreuses rencontres sur l'art contemporain dans une vingtaine de pays en Europe et en Amérique du Nord. Vous avez notamment conçu le Forum européen de l'essai sur l'art en 2008. Et en 2009, un an après, vous avez eu l'idée justement de la semaine de la pop philosophie, avec la première édition qu'il y a eu cette année-là. Donc il y a eu de nombreuses autres éditions sur les zombies, sur la connerie, sur les rires, sur le crime justement, quand je parle de roman policier. Et cette année, vous avez justement imaginé quelque chose autour de l'art pour tous, la grande illusion, point d'interrogation. Alors l'art pour tous,
vous suggérez que ce slogan brandi à tout va, en fait, peut-être que ça serait une illusion entretenue par les discours bien pensants des politiques et des opérateurs culturels. Une illusion de quoi? Vous dites, c'est une sorte de croyance qui dirait que l'art serait forcément émancipateur. Et vous vous dites, mais pourquoi tant d'insistance à présenter l'art comme la voie réelle vers l'émancipation? Et vous montrez justement que cette croyance, par ces semaines, vous montrez que cette croyance tend à ignorer et à invisibiliser la diversité des chemins d'émancipation que chacun peut emprunter, en dehors du cadre artistique. Alors, vous avez invité Alain Poussard, non seulement parce que vous adorez, dites-vous, la magie et la prestidigitation, mais aussi pour analyser une illusion bien plus sérieuse que l'illusion méprisante entretenue par les opérateurs culturels, l'illusion de la prestidigitation. Donc, je vous laisse la parole pour une question. Bon, merci beaucoup. Je pense que maintenant, après l'intervention d'Alain Poussard, quand vous serez amené à aller, je ne sais pas, au Lido ou dans un cabaret, vous verrez, vous essayerez de voir, vous percevrez le spectacle peut-être un peu différemment, peut-être pas. Moi, j'ai lu évidemment le petit texte comme vous dans le programme et j'ai pensé à une question. Et puis du coup, je ne vais pas la poser. Mais je voudrais juste revenir sur quelque chose que pour toi c'est tellement évident, c'est l'idée de résolution. Oui. La résolution, je crois que les magiciens peuvent appeler ça le prestige. Non, alors justement, dans ce que je viens de dire à l'instant, c'est différent. Là, j'ai parlé de la résolution, c'est s'agissant au fond du régime scientifique de Thomas Zen, c'est de la solution d'un problème. Alors précisément, l'organisation, elle est anti-résolutive, mais elle n'est pas métaphysique. Pitié. Elle est anti-résolutive, c'est-à-dire qu'au fond, ce que je disais, à l'instant où surviennent les faits, non seulement je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la solution, mais je sais de science certaine que je ne l'aurai pas, que ce n'est même pas la peine de chercher. Autrement dit, elle me décourage par avance de toute souci d'investigation. Alors là tu es dans une position, et il me semble que dans ce que tu dis, tu rappelles que l'une des spécificités du spectacle de magie est d'amener le public à se poser des questions. Il se pose des questions, on se pose des questions. Où est passé le lapin? Comment se fait-il que la personne coupée en deux ait survécu? Et le fait de se poser cette question, l'art, enfin, moi ce que j'appelle l'art de la magie, mais bon, tu n'es pas convaincu par le mot art, c'est un moteur d'émancipation. On a tendance à penser que se poser des questions, eh bien ça fait avancer les choses. Tu m'embarrasses vraiment. Hein. Tu m'embarrasses vraiment. Alors, je vais répondre. J'ai un peu de temps je vais essayer de répondre un peu complètement. Première chose, tu m'embarrasses parce que ce que tu fais alors tu n'es pas prof de philo, tu as la manie du prof de philo, que je suis, hein, donc je l'endosse absolument également, je l'assume, qui est au fond, pour toute question, toute discipline, toute pratique, chercher quels sont les enjeux. Il faut qu'il y en ait des enjeux. Moi, j'ai enseigné ça pendant 40 ans à mes étudiants. Hein. Chercher les enjeux, vous ne savez pas où vous allez, quel est le sens de la question. Mais, deuxièmement, j'ai essayé de leur enseigner, c'est beaucoup plus difficile. Une fois les enjeux identifiés, il faut être capable de ne plus en tenir compte dans le traitement de la question. Parce que si c'est l'enjeu qui décide de la réponse à la question, ben dans ces cas, c'est plus la peine de penser. Puisque la pensée n'est plus que la servante, la petite main, une option, je dirais, décidée d'avance, et sans la pensée. Bon. Et donc, moi, les enjeux, j'en ai un peu marre. Hein. J'en ai fait pendant 40 ans des enjeux, et l'enjeu, en l'occurrence, d'émancipation. Je dirais, je vais être un peu brutal. Je dirais, au fond, quand on me demande mais quel est l'enjeu pour la magie, je réponds, il n'y en a aucun, et tant mieux, et c'est une aubaine pour arriver à la pensée enfin vraiment. La pensée pour ce qu'elle est, comme un objet, au fond, affranchi ce chantage aux enjeux qui nous pourrit la pensée, quand même. Bon, ça, je ne suis pas agressif avec toi, hein, c'est parce que je pense à beaucoup d'autres qui... Bon. Mais deuxième élément que je voulais dire, quand même, ça pose des questions. Je crois que non, ça ne pose pas de questions. C'est pas tellement ça. Il y a dans ce que j'ai appelé la phase d'exposition.
qui peut se répéter 3-4 fois dans le même numéro. Ce n'est pas simplement une exposition et un effet. Il peut y avoir ensuite des variations, je dirais, diverses. Mais en tout cas, dans cette matrice que j'appelle pas d'exposition, là, pour le coup, je dirais, il y a une intelligence aux aguets, une intelligence à l'affût, et jamais, finalement, aucun spectateur n'est aussi sollicité qu'à cette occasion-là. Ça dure peu de temps, parce que c'est, encore une fois, insupportable, tellement ça demande de mobilisation. Donc là, l'intelligence, elle est vraiment là. Mais dès lors que l'effet, ou les effets, peu importe, survient, là, je dirais, l'intelligence qui était aux aguets et tellement en alerte, elle est entièrement démise. À l'instant où je suis saisi, je me sais immédiatement dessaisi. Autrement dit, je rends les armes. Je rends les armes. Alors, il se trouve que, encore plus coupable, c'est que j'ai fait un chapitre entier là-dessus dans le bouquin qu'on a fait ensemble, où j'utilise Bergson, je ne vais pas le faire ici, c'est très long, hein, où j'utilise le concept bergsonien pour montrer au fond que si la magie illusionne l'intelligence, elle l'illusionne en la prenant à son propre piège. Autrement dit, l'intelligence est une puissance d'illusion chez Bergson, et justement, la magie consiste finalement à bloquer ou à verrouiller à l'avance, finalement, la machine à illusion qu'est l'intelligence. Bon, mais ce n'est pas de la question. C'est pas de la question. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que, en fait, le fait de se faire avoir, ça n'apporte rien? Mais ça apporte quelque chose qui est en-delà. Bon, je te répondrai avec Baudelaire, excuse-moi, quand il parle des jubilés populaires et des fêtes foraines, au fond, et des précipitateurs étincelants comme des dieux. Hein, et il dit, au fond, dans le monde des luttes spirituelles et des travaux politiques, au fond, accordons une armistice, finalement, ou un répit à la contention. Ben voilà, c'est ça, c'est ce répit accordé à la contention. On disait ça hier, je crois, Olivier Neveu le disait, au fond, on n'est pas 24 sur 24 obligé d'être dans les enjeux, dans le décisif et dans le politique. Voilà, je réponds un peu brutalement, mais enfin, je crois que chercher à tout prix à greffer quelque chose d'autre là-dessus, ça revient finalement à manquer ce qui lui est propre, sa singularité. D'accord. Alors pour le coup, j'avais une question aussi. C'est, tu as l'air de vouloir sauver du mépris un art qui fait trop peuple, trop populaire, mais à la fois, j'ai l'impression que tu as un rapport toi-même très élitiste à la précisation. Et ça, c'est pas un peu contradictoire. Moi j'ai un rapport très élitiste, mais apparemment, toi, tu dis autre chose par moment. Non, mais alors là j'ai rien à dire, j'assume. J'assume complètement. Alors là, vraiment, j'assume. Oui, effectivement, en fait, en vérité, que cette discipline soit absolument méprisée socialement et esthétiquement, institutionnellement, à la limite, je m'en fous, pour parler franchement. Et c'est vrai que moi, dans cette discipline, ce qui m'intéresse, c'est des choses extrêmement limitées. Je n'irai pas au Crazy Horse, j'irai pas. Oui, c'est vrai, parce que là, on est dans la grande illusion. Parce que je déteste la grande illusion. Voilà, ça m'ennuie dès la première seconde. Il y a la magie de salon. Alors voilà. Là, tu parlais de Houdin. De Robert Houdin, oui, Robert, c'est le magie de salon, oui. J'aime encore mieux le close-up, c'est la magie de proximité, la magie rapprochée, bon, la plus sobre, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas tout ce. Il n'y a pas l'assistante qui chante, il n'y a pas les lumières, les insupportables, la musique à tonitruante, il y a juste deux mains, 10 doigts, et puis c'est d'une sobriété absolument foudroyante. Et là, c'est vrai que j'ai des goûts extrêmement élitistes, et même dans la pratique, que je passe beaucoup de temps à faire ce qu'on appelle, alors, comme tu en as parlé, je vais expliquer peut-être, ce livre-là que j'ai écrit entièrement, mais il n'y a rien de moi finalement, mais je l'ai quand même entièrement écrit. Je passe beaucoup de temps, pour plusieurs magiciens assez importants quand même, parmi les meilleurs je pense, dans cette partie que j'aime bien, à faire ce qu'on appelle des descriptions. Alors ce serait l'équivalent de ce qu'en musique on appelle un relevé. Vous écoutez une impro de saxo, de piano, et puis vous avez un enregistrement, vous repassez 10 fois la dictée musicale. L'unité musicale, et vous faites la partition a posteriori, quoi, pour pouvoir après l'étudier et voir comment ça fonctionne, et puis éventuellement la rejouer. Bon, moi je fais ça pour les magiciens.
Et donc, quand un numéro dure 4 minutes, j'écris 40 pages, quoi. Bon, voilà. Et c'est comme du solfège, quoi. Il faut savoir, il faut connaître les codes, la grammaire, le lexique, etc. Et c'est comme ça que c'est pas seulement comme ça, bien sûr, je les rencontre aussi quelquefois et on travaille ensemble, mais pour de la magie. Mais c'est comme ça, au fond, que je suis amené à voir l'intelligence prodigieuse, hallucinante des procédures et des constructions. C'est vraiment, c'est séduisant. Moi, j'ai un plaisir esthétique et intellectuel à chaque fois, quoi, hein. Pourquoi il a choisi telle technique à tel moment, hein. Il y a une raison, j'essaie de comprendre la raison, je comprends au bout un peu d'un. Moi, je me rends compte que cette technique, au fond, elle se diffuse, elle diffuse ses propres contraintes, non seulement en aval, mais aussi en amont, pour imposer une unité de style à l'ensemble des gestes, qui est une homogénéité, etc. C'est absolument sidérant d'intelligence voilà. Donc, voilà. Quand je lis un livre de Tamaris, un livre de Ascanio ou de Roberto Giobbi, je me console de lire de si mauvais livres de philosophie, par ailleurs. Bien, voilà, une manière de... Je crois que ces éléments nous permettront de suivre, d'assister différemment à un spectacle de magie. Et personnellement, je partage cet avis avec Alain, que le sommet de la magie, c'est le close-up, c'est la précipitation de rapprocher. Voilà. David Copperfield, c'est bien, mais c'est pas notre tasse de thé. Pas trop en dire de mal, parce que j'ai fait aussi un bouquin sur les grandes illusions. Eh bien, merci. Et puis, les questions, bien sûr, vous avez certainement des questions à poser à Alain. Juste une question rapide par rapport à l'enjeu. En fait, j'en vois un qui est un peu bouddhiste sur les bords, c'est-à-dire la magie de la réalité d'ici et maintenant, puisque c'est dans l'émerveillement de détacher de toute analyse que l'on est ébloui par l'acte de magie, et donc que quelque part on revient à la seule réalité qui soit, c'est-à-dire là, et en plus dans cet émerveillement esthétique. Alors, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Moi, je réponds seulement peut-être sur un seul aspect. Je suis assez réservé sur l'usage du mot émerveillement, qui est une traduction possible de Thomas Zane, d'ailleurs, que beaucoup de magiciens emploient. Parce que moi, je reste todorovien, si vous voulez. Pour moi, l'émerveillement, c'est le merveilleux. Or, pour moi, la magie, c'est pas le merveilleux. Le merveilleux, le contexte du merveilleux abolit la possibilité de l'effet de magie. Puisqu'au fond, le merveilleux, c'est la liste des merveilles, c'est les contes de fées. Alors que justement, au fond, que quelque chose survienne, qui dans notre monde paraît absolument impossible, est au fond, au contraire, justement, absolument toléré dans ce monde du merveilleux. Alors, précisément, si il y a un effet de magie, c'est qu'on maintient, je dirais, inchangé, je dirais, le régime de réalité dans lequel nous nous tenons. Dès lors que qu'on met ce monde entre parenthèses pour accepter qu'un autre monde merveilleux ait d'autres lois, alors là, très bien, le carrosse devient citrouille peut-être, mais ce n'est pas justement un effet. C'est, je dirais, naturel. Alors sur le retour au réel, là, j'ai moins compris votre question. En tout cas, je dirais, il n'y a pas de retour parce qu'il n'y a pas d'aller. Il n'y a pas de retour parce qu'il n'y a pas d'aller. Non, en fait, quand je parlais du retour au réel, c'est qu'en fait, un des fondements du bouddhisme, pas du bouddhisme, c'est que la réalité, elle est là tout de suite dans l'instant. Ce qui s'est passé avant n'existe plus, ce qui va arriver n'est pas encore là. Donc c'est dans l'éblouissement, si vous employez un autre terme, de l'acte de magie qu'on n'est pas cherché, qu'on n'a pas forcément à l'esprit de comprendre, que l'on est à la fois dans la jouissance de ce que l'on voit, sans avoir à chercher à ce que l'on comprend, et en même temps, parallèle, dans la réalité d'ici et maintenant, puisqu'on est là face à cet acte de magie. Alors, je vais répondre une chose qui est peut-être un peu décalée par rapport à ce que vous dites, mais ça me fait penser à une chose qui me paraît intéressante, c'est le rapport au temps. Le rapport au temps et au présent. Je crois que la magie est une discipline qui, au fond, instaure un rapport au temps absolument original, je n'ai jamais trouvé d'équivalent ailleurs. Un rapport à l'anticipation, à la rétention, à la remémoration, à la recollection, à la recognition, qu'on trouve absolument nulle part ailleurs. Je comparerais, mais négativement, je dirais, à ce que Aristote appelle la reconnaissance. Dans la tragédie Anagnorisis, je crois, c'est ça, la reconnaissance, c'est le moment où Édipe se rend compte qu'il est fils de Laïos.
Autrement dit, le moment où la totalité des opérations, des actions qui ont eu lieu avant, comme absolument inéluctables, sont entièrement, je dirais, reconsidérées dans leur totalité, comprises comme effectivement inéluctables, mais telles que leur signification est radicalement modifiée. Autrement dit, il est coupable de deux fautes, quand même. Bon. Et Aristote dit, au fond, là, on passe de l'ignorance au savoir. Alors, je dirais, il y a ce phénomène-là, il a lieu en magie, et on passe de l'ignorance au savoir. Parce qu'on passe du savoir à l'ignorance, c'est le contraire, si vous voulez. Mais il y a la même, pour vous, je ne sais pas si je vous réponds vraiment, hein, mais il y a la même expérience de l'instantanéité de l'effet, ponctualité dans le présent, mais qui ne vaut comme effet que pour autant qu'il est accompagné de ce que Tamaris appelle la phase de remémoration, autrement dit de réactualisation mentale de ce qui précède, la totalité des actions qui précèdent, et de la situation qui en résulte. Il y a au fond ce moment où, au fond, tous les moments du temps sont non pas télescopés, mais sont mis en diverses couches, si vous voulez. Il faut que dans le moment où l'effet survient, ne soit pas, pour moi, aboli le moment antérieur, sans quoi l'effet est lui-même aboli. Donc, au fond, il y a un rapport qui est aristotélicien, si vous voulez, à ce que j'appelle la reconnaissance, mais qui a, je dirais, alors pour le coup, je reviens tout à l'heure à Jacques, qui a un effet exactement inverse. C'est-à-dire que là, pour le coup, il n'y a rien, il n'y a pas d'éclair qui me fait savoir, enfin, que je suis fils de Laïos. Non. Je dirais c'est totale obscurité. Dans cet éclat, pourtant, quel effet. Voilà. Pour la première partie de votre question sur l'émerveillement, je vous invite à aller voir un article qu'Alain a écrit dans Libération, un article pour Libération, à la demande de Libération, je crois que ça s'intitule « Noël, c'est pas magique ». Ah oui, c'est pas un article, hein, c'est une interview dévotée, c'est pas terrible. Hein. J'ai fait mieux. Alors, juste une question, après je vous passe le micro. Alors, juste une question, il y a un aspect dans ce métier de prestidigitation dont vous n'avez pas parlé, c'est le secret. On ne va pas dire le truc, parce que c'est vrai que si on voit un spectacle et qu'on sait comment ça se passe derrière, qu'est-ce que fait, ça a l'air beaucoup de sa magie, pour le coup. Comment vous regardez cette époque où aujourd'hui, quand on cherche un tout petit peu sur Internet, au bout de 3 minutes, on a tout de suite tous les effets de tous les tours, enfin en tout cas les grands classiques du close-up, etc. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Je m'en fous. Je m'en fous parce que je sais qu'on n'a rien, en fait. Je sais qu'on n'a rien de ce qui m'intéresse, justement. Alors, sur le secret, je ne sais pas si je veux... C'est un vrai chapitre. Hein, parce qu'au fond, c'est vrai, vous avez raison. La question du secret, je dirais, est absolument incompressible. Je dirais comme quasiment à l'heure. Quasiment à l'heure. C'est ce qui fait une part de la séduction de l'affaire. Hein. Autrement dit, il faut quand même que je pense qu'il y a un secret. Mais y a-t-il un secret? Alors oui, bien sûr qu'il y a des secrets, mais pas du tout au sens où on l'entend. J'avais fait là-dessus une conférence il y a longtemps. Je dirais que les trois figures du secret qui nous viennent à l'esprit, et que les trois, je pense, sont à récuser pour la méditation, c'est ce que j'appelle la figure formulaire. On dit le secret, c'est ce qui serait dévoilé par un dire, et un dire, je dirais, immédiatement convertible en un savoir, convertible en un pouvoir-faire. Alors ça n'existe pas en magie, sauf pour les trucs pour gosses, quoi. D'accord? Mais la vraie magie, aucun secret ne peut tenir en un dire. Deuxièmement, ce que j'appelle la figure monothéiste du secret, l'idée qu'il y a un secret et un seul, et ça c'est absolument faux. Dans une routine un petit peu complexe, vous avez soit aucun secret au choix, soit 40 secrets, qui sont disséminés sur toute la trame totalité. Hein. Et troisièmement, surtout, ça c'est le point qui me paraît le plus important, à la différence de la grande illusion pour le coup, c'est que j'essaie de récuser, je sais bien que là-dessus je suis souvent pas bien entendu, mais je crois que j'ai raison, la vision géographique, voire spéléologique du secret. L'idée qu'on cache quelque chose dans un, je dirais, en dessous, par en dessous. Je pense que la meilleure magie, celle que j'aime en tout cas, c'est une magie au fond qui quasiment ne cache rien. Autrement dit, où tout est déployé sur le plan du visible, et où, au fond, finalement, il y a une organisation, au fond, dynamique et spatiale des actions qui fait que leur lisibilité immédiate, leur décodage immédiat, imprime, je dirais, une signification qui, je dirais, comme telle,
gomme, ou en tout cas rend invisible ce qui est pourtant déployé sur le plan du visible. Donc voilà, pour être un peu long sur le secret. Alors maintenant, sur les trucs Internet, peut-être, vous avez raison, vous avez raison. Mais je crois que ça ne dévoile rien d'essentiel, que des petits trucs, ouais. J'allais dire à la con. Et un tour, c'est 50 000 trucs, c'est pas un truc. Ouais. C'est des principes articulés entre eux, des principes, des techniques articulées entre elles par des règles. C'est extrêmement rigoureux, c'est comme l'harmonie musicale. C'est pas autant formalisé. Mais quand on lit les vrais livres de magiciens, de close-up je parle, pas de grande illusion, c'est... souvent les gens, quand on me demandent mais c'est quoi le secret? Mais si je l'aurais pas, c'est pas que je dois pas, c'est que je peux pas. Alors, il faudrait faire 3 heures, quoi. Vous voyez? Contre-modèle de l'art conscient, en fait, finalement, je me dis que le terme, l'effet, en fait, on est bluffé, c'est le terme, c'est pas l'émerveillement, c'est plutôt le bluff. Et le bluff, ça nous apprend à plus d'humilité. Et en fait, on se voit un enfant, enfin, à tout âge, on est pareillement bluffé. Et en fait, finalement, c'est peut-être l'art pour tous, par excellence, dans ce côté-là. Oui. Parce que c'est ça, en fait. C'est qu'on est tous bluffés de la même façon. Qu'on soit. Voilà. Ah oui, qu'on soit. Ça égalise. Hein. On parlait hier de l'égalité, de la démocratie. Moi, je peux vous dire. Le côté humilité, je trouve que c'est vachement important, ça je trouve finalement, Marina. Mais je trouve qu'on apprend à être humble. Oui, mais à la fois dans un cadre comme le cadre d'un jeu, et d'un jeu consenti. Voilà. Donc c'est quand même, malgré tout, pour rire, hein, ce qui rend la chose quand même supportable, parce que c'est facile d'humilier les gens quand même, quand on a un bagage, je dirais, technique. Et il faut qu'il y ait du défi, il faut qu'il y ait une défaite, de la vigilance. Au fond, mais on s'engage dans c'est quand même curieux, hein. Je parle du spectateur, il accepte de s'engager dans un jeu dont il sait qu'il sera perdant. Qu'est-ce qu'il y gagne? Ça qui est intéressant, je dirais. Mais pas trop d'enjeux. Pas trop d'enjeux. Alors, on va prendre que 2 questions, parce qu'il y en a le mieux. Moi, tout à l'heure, justement, je pensais à tu appelais Houdin, Houdini, Houdini, le grand magicien. Non, c'est pas le même. Hein. C'est pas le même. Donc, Robert Houdin, c'est un Français, Houdini, c'est un Américain qui a pris le nom de Houdini en hommage à Robert Houdin, qu'il a par ailleurs très dans la bouche. Je n'ai qu'une connaissance superficielle, mais ça m'a fait fantasmer cette idée quand il déchire les chaînes, je ne sais pas lequel c'est, quand il est dans l'eau. Ça, c'est Houdini, ça. C'est l'escapologie, ça, c'est... Pardon ? Ça s'appelle l'escapologie, c'est Harry Houdini, c'est un Américain, oui. Et moi, je trouve que, là, tu nous parles des mécanismes qui sont tellement intelligents, mais moi, je pense aussi à la proposition de ce que ça dit, de ce qu'on a envie de regarder, c'est-à-dire du désir de l'homme de nous proposer une vision, et nous, de la réception, nous, que nous avons, du désir qui nous fait fantasmer, et ouais. Pourquoi ? Ça, c'est une question un petit peu, pour moi, marginale, mais quand même assez intéressante, qui a été développée par Juan Tamariz dans son dernier livre, que j'ai traduit. Il y a 40 pages là-dessus, et moi, j'aime pas trop, enfin, c'est pas ce qui me branche le plus, mais c'est quand même pas mal, où il explique, l'expérience à l'appui, que pour une même technique, un même matériel et le même mouvement, 2 effets peuvent produire un effet radicalement contraire. Par exemple, si je prends, je ne vais pas dire de bêtises, si je prends une corde que je coupe en 2 et qu'à l'instant je la restaure, tout le monde est content, il y a un sourire sur tous les visages. Si je fais le contraire, c'est-à-dire que si je prends... alors ce serait quoi le contraire? Je me mêle les pinceaux là. Le contraire, ah oui, j'ai une corde entière, je fais clac et elle est divisée en 2, là les gens font la gueule. Alors, voilà, donc au fond, il y aurait une sorte de psychologie sous-jacente. Au fond, l'effet qui, à la fois, je dirais, me bluffe, comme disait Nelly, mais qui, à la fois, je dirais, en un autre sens, finalement, me ravit, quoi. Pourquoi certains effets extrêmement forts, moi je vois ça dans les réunions entre magiciens, il y a des gens qui font des choses absolument incroyablement techniques et intelligentes et inventives, et ça tombe complètement à plat sur le public. Pour ce genre de raison, justement. Bonjour, je ne suis pas philosophe,
je suis artiste, chorégraphe et des trucs comme ça. Et donc, je m'intéresse à la dramaturgie des situations. Et donc, ce que je trouve intéressant par rapport à la prestidigitation, magie, c'est qu'en fait, c'est ce qui se passe avant. C'est l'attente. Oui. Et c'est ça qui, en fait, amène les gens à être dans l'attente, cet avant. Oui. Après, c'est pas vraiment une question, mais je voulais peut-être vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de l'attente? Parce que l'importance de l'attente dans la dramaturgie de la situation de magie. Et après, ce que je trouvais aussi à penser, un deuxième point, dans le monde de la danse contemporaine, il y a beaucoup de chorégraphes qui se sont intéressés à la magie aussi. Juste une petite anecdote. Et donc, je pense qu'il n'y a pas... Je vois pas... Enfin, moi, je suis à l'étranger, entre l'Autriche et la Norvège. Donc, j'ai une autre approche. Je suis française. Mais j'ai jamais pensé qu'il y avait une hiérarchie de ces connaissances, du savoir-faire. Vous avez raison, c'est très franco-français. La question de la légitimité, de la légitimation est une névrose française, je dirais. On parlait hier de l'Espagne, de Juan Tamariz et de ses disciples en Espagne. Je veux dire, c'est très franco-français, ça. Même aux États-Unis, c'est incroyable la différence. Premier point. Deuxième point, surtout sur ce que vous disiez de la question d'anticipation, ça c'est intéressant, parce que dans ce que j'appelle moi la phase d'exposition, c'est mal dit, parce que c'est plus que exposer, c'est produire une situation. Mais si vous voulez, parce que je ne l'ai pas dit ça, mais... quand je parlais de mimesis praxeos chez Aristote, il faut prendre praxeos au sens d'Aristote, mais mimesis au sens de Platon. C'est-à-dire qu'en vérité, on fait une action, mais on semble en faire une, mais en fait, on ne la fait pas ou on en fait une autre. Donc c'est vraiment une imitation au sens de Platon, mais qui a les vertus, je dirais, de construction d'une situation au sens d'Aristote. Voilà, donc je fais un mixte des deux. C'est ma propriété de faire des hybrides ou des mélanges. Mais vous parliez d'anticipation, oui, bien sûr. Pardon ? D'attente, oui, d'attente. Autrement dit, un désir de l'effet. Il y a un désir de l'effet, il y a un désir de ce moment où l'effet va venir, mais ce désir, il est très paradoxal parce qu'il est doublé d'une sorte de tendance à la rétention vaine et absolument, je dirais, impuissante. Mais au fond, c'est quand je disais tout à l'heure que le spectateur il est hyperstructuraliste. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, il ne se laisse pas emporter par l'illusion référentielle, et il ne se laisse pas emporter par la lecture, au fond, qui, comme dit De Certeau, je dirais, est une lecture chasseresse, qui cherche à atteindre au plus vite la fin, qui défaille d'attendre, dit Barthes, qui défaille d'attendre. Et justement, en magie, le public, il ne défaille pas d'attendre. Il voudrait, justement, retenir les choses. Autrement dit, avoir, au fond, vu quelque chose, entre guillemets, avant qu'il ne soit trop tard, si vous voulez. Alors qu'en vérité, le tipping point, le point de non-retour, il est très en amont du moment où il est encore en train d'espérer qu'il pourra, je dirais, identifier un point suspect. Donc, si vous voulez, oui, bien sûr, il y a un désir de l'effet, qui est un désir paradoxal, parce que son exercice se double d'une sorte de volonté de freiner des deux pieds, quoi. Autrement dit, je dirais, d'avoir malgré tout quelque chose du temps d'avance qu'a en fait le magicien. Justement, pour moi, c'est dans l'avant, entre suspension et call, appel. La suspension, quand on est dans la composition du moment, c'est avant que la dramaturgie de l'effet est créée, je pense. Et je rebondis là-dessus pour dire que, moi qui suis par ailleurs musicien, c'est très souvent que je suis arrivé à clarifier mes idées sur la magie en pensant à la musique. C'est hallucinant le nombre de parallélismes qu'on peut établir entre les deux, à tous égards. Est-ce que madame parle du point d'orgue ? Oui, les points d'orgue, la suspension, Merci. Oui, eh bien, on va clôturer ce temps, cet échange. Alors, je remercie encore cette vidéo et la mairie du 6-8. Je fais attention parce que je me trompe de... C'est enregistrement. 18. Voilà, merci beaucoup, vraiment, c'était très chaleureux votre accueil. Et demain, on sera du
Du côté on sera au muséum, au Palais Longchamp, mais avec des propos en lien avec l'ouverture du Louvre en 1794, si je ne me trompe pas, où pour la première fois l'État en place propose que le Louvre soit ouvert à tous et à toutes. Alors ce que je ne sais pas, et je n'ai pas réussi à retrouver, à voir à la BNF, si quand le gouvernement dit on ouvre le Louvre à tout le monde, pas seulement aux aristos, pas seulement aux artistes pour faire des copies, mais à tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde s'est précipité à l'ouverture, ça je ne sais pas. Mais peut-être demain, la directrice de la programmation du Louvre, qui sera présente, peut-être pourra répondre à cette question. Je vous remercie et peut-être à demain.